Chers amis, bienvenue pour cette deuxième partie de notre discussion avec Jordan. Et nous allons reprendre là où nous en étions. Oui, Oscar Wilde qui t'a beaucoup inspiré, donc ouais, parle-nous d'Oscar Wilde. Alors, Oscar Wilde. Alors là, je suis avec le portrait de Dorian Gray. Alors, pour les auditeurs, voilà. Euh, alors, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la littérature depuis que je suis tout jeune, mais j'ai découvert, alors c'est intéressant, j'ai découvert la littérature vraiment très tardivement, à peu près vers 22-23 ans. Je lisais déjà beaucoup, mais quand je dis littérature, pour moi, c'est les classiques, hein, le Flaubert, Zola, toutes ces Victor Hugo avec Les Misérables. Et j'ai toujours été marqué par cette image d'Oscar Wilde avec, je crois, avec une canne, avec un manteau en fourrure. Et moi, ça m'avait marqué. Je me suis dit, j'aurais toujours voulu ressembler à ça. Et donc, tu vois, dans mon apprentissage, quelque part, la littérature m'a aussi amené dans le fait de m'habiller autrement, parce que pour moi, il y a toujours deux choses. Il y a l'élégance intérieure, l'élégance extérieure. Et l'élégance intérieure, bon, il y a les valeurs morales et tout ça. Mais pour moi, il y a le fait de s'intéresser à la culture. Donc pour moi, être élégant, en fait, on peut pas être... Ça, c'est dans mes valeurs que je défends en tant qu'esthète. On peut pas être élégant si on est juste un costume qui marche comme ça dans la rue sur pattes. Pour moi, la véritable éducation, elle commence dans une seconde partie. C'est aussi commencer à lire des ouvrages, à s'intéresser un petit peu à la lecture, à comprendre l'histoire, à comprendre notre histoire, mais comprendre aussi que il y a l'intérieur et l'extérieur. Et j'ai compris ça vraiment en lisant le portrait de Dorian Gray, où à travers la vie, par exemple, de Dorian, il y avait toute cette recherche esthétique à travers. Je vais pas expliquer le bouquin, mais en tout cas, il y a tout cet univers on va dire, du dandysme qui est représenté dedans, mais il y a aussi pas mal de choses qui questionnent le rapport esthétique. Et moi, en fait, on parle toujours des dandys qui se conçoivent comme des œuvres d'art, et ça, c'est penser sa vie, en fait, être soi-même une œuvre d'art. Il y a beaucoup cet aspect-là, et au fond, je me suis dit, mais enfin, en tout cas, moi, dans ma démarche sartoriale, dans ma démarche, je me considère comme ça. Quand je fais une tenue, et quand, par exemple, je peux aller au PT, je me dis, mais en fait, c'est un peu comme un tableau en fait qu'on va présenter aux gens, mais à travers sa propre personne. Alors ça, certains vont dire oui, mais tu sais, c'est un peu présomptueux parce qu'il y a aussi l'idée de, tu sais, la règle, si on remarque une personne à travers sa mise, ben c'est que soit elle est de mauvais goût, soit elle en a fait un peu trop. Et moi, en fait, le rapport que j'ai avec le vêtement, c'est d'oser être qui on est, sans filtre. On fait, alors si on aime la couleur, on en met, mais vraiment de révéler sa personne et de vraiment de l'assumer. Et j'en parlais encore avec des personnes où je sens des hésitations. Est-ce que le qu'en dira-t-on? Est-ce qu'on va me... Et ce rattachement à ce personnage d'Oscar Wilde me faisait sauter un petit peu tous les verrous. Alors j'ai beaucoup été inspiré par ça. Et puis j'ai cheminé, je continue à recommander la lecture parce que c'est quand même un moyen de faire fonctionner notre cerveau, notre muscle. Et parfois, c'est ce qui me donne aussi des idées. L'art, par exemple, quand je vois un tableau, certaines couleurs, je me dis, ah, mais tiens, cette couleur ça peut se marier avec celle-ci. Qu'est-ce que ça pourrait donner dans une tenue? Donc voilà, même l'art en tant que tel, le fait d'aller au musée, de regarder des tableaux, ça peut même influencer le regard. La nature aussi, les couleurs hivernales, automnales, les marrons, les dégradés de vert, de tout ça. C'est des choses qu'après on peut s'amuser soi-même dans une tenue un peu country, un peu campagne, dans un style campagne. On peut s'amuser à regarder comment marier du vert avec du marron et tout ça. Et je trouve que c'est aussi une partie d'apprentissage pour moi. Je rebondirais juste sur un point. Quand tu parlais aussi du comportement, Oui, je dis toujours, parce que tu parlais de noblesse, oui, quand t'as cité Noblesse oblige, c'est un très bon film. C'est un de mes films préférés, je sais pas si tu connais le film. pas du tout. Noblesse oblige. Eh bah, tu iras voir.
Si tu veux, je te fais un WeTransfer. Avec plaisir. Je te fais ça quand je suis rentré en Normandie. Noblesse oblige. C'est un film. En anglais, ça veut dire Kind Hearts and le titre anglais c'est Kind Hearts and Coronets. Et c'est un film avec Alec Guinness, grand acteur anglais, et il joue 8 rôles différents. Ah oui, d'accord. Et c'est un film sur l'aristocratie anglaise. Enfin, c'est de l'humour très british. Ok. C'est-à-dire que c'est pas des grosses vannes, c'est que des traits d'esprit très cinglants. Oui, très, d'accord, voilà. je vois. Mais c'est de l'humour noir à l'anglaise. Ouais. Et c'est un de mes films préférés. Mais globalement, moi je dis toujours, en fait, je pense, j'avais même hésité à écrire un livre là-dessus, que j'aurais appelé Aristocratie du troisième millénaire. C'est un peu l'objectif de ma chaîne, c'est que, certes, il y a les grandes familles, etc., historiques, mais je pense qu'on a une période de recomposition sociale. Tu as eu des grands moments dans l'histoire où tu as eu des recompositions sociales, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a une période, la richesse de notre période, elle est que, peu importe d'où vous venez, peu importe de qui vous êtes, etc., vous pouvez vous élever par vous-même et vous pourrez devenir... Moi, je rencontre des gens, je pourrais croire que c'est des gens, tu sais, de très bonnes familles, etc., depuis toujours, de machin, puis en fait, pas du tout. Mais ils incarnent quelque chose eux-mêmes qui deviennent comme je dis, une nouvelle aristocratie et une nouvelle noblesse d'âme et d'esprit, tu vois, une noblesse incarnée. Et ça, c'est vraiment un truc pour lequel je milite aujourd'hui, pour élever les gens, en fait. Élever vers cette noblesse universelle. Alors moi, il y a un truc dans lequel je me reconnais beaucoup dans tout ce que tu dis, mais en cas par rapport à... On parlait de littérature et de l'aristocratie. Je pense que tu le connais, cet auteur-là, qui pour moi, ça a été un de mes auteurs que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais dont j'ai lu. C'était Éric Mansion-Rigaud qui parle, en fait, qui parle de tout ce qui est la noblesse et la bourgeoisie, qui fait vraiment des distinctions entre toutes ces couches-là, parce que parfois certaines personnes mélangent un peu l'aristocratie avec la noblesse et avec la grande bourgeoisie. Et c'est vrai que moi, dans mes lectures, ça a été quelque chose qui m'a nourri, parce que il y a aussi cette idée-là que j'ai découvert avec le traité de la vie élégante de Balzac. Cette notion d'élégance qu'on peut retrouver un petit peu partout, de voir un peu l'héritage qu'il y a derrière. Et moi, quand j'ai fait un peu ce travail-là, qui n'est pas arrivé tout de suite, parce que quand moi j'ai commencé à m'intéresser aux vêtements, j'étais bien loin de m'intéresser à tout ce qu'il y avait derrière. C'est après coup, avec mon regard, j'ai commencé à voir que ça c'est ce que j'ai vu avec le temps, hein, mais ça c'est l'entrée dans certains univers sociaux que peut-être que je connaissais un petit peu moins. Certains se déclaraient comme royalistes ou d'autres non. Et j'ai commencé à voir un peu tout ce milieu avec un regard un peu de sociologue. Et j'ai là que je voyais des personnes qui me disaient, certains qui me disaient ah oui mais moi c'est depuis petit, et puis là on s'aperçoit qu'il y avait aussi tout le contexte social qui va avec. Et pour moi ça a été comme une... Tu sais, il y a cette idée, enfin cette jouissance d'observer, de pouvoir vivre ces choses-là, et de te dire, mais c'est tellement intéressant d'observer ce milieu sartorial. Et tu sais, moi, quand je suis arrivé dans le milieu sartorial, comme je te l'ai fait je t'en ai fait part, hors champ, on va dire ça comme ça, que moi, je suis arrivé sans rien connaître, en m'intéressant évidemment à ce milieu-là. Mais tout de suite, je m'ennuyais beaucoup dans ce milieu, parce que j'avais l'impression que soit les gens ne se parlaient pas, n'allaient pas boire un verre, et ça m'a fait beaucoup penser à des sortes de personnes un peu recluses sur elles-mêmes et qui n'avaient peut-être pas d'amis autour d'eux comme eux. Tu sais, l'idée de... Une communauté. Une communauté. Et ah oui, c'est là où tu as eu la fameuse idée. Et ben en fait moi très vite, alors peut-être en fait moi je situe ça à partir de la création de ma page Instagram, on va dire ça, qui remonte à maintenant jour pour jour à 3 ans en arrière. Et donc c'est là que j'ai commencé, pour moi je situe un peu ma naissance, on va dire. Alors je m'intéresse aux vêtements, hein, pour situer, il y a de ça à peu près 5-6 ans en arrière, je dirais. Il y a peut-être 5 ans en arrière. Et ma naissance, on va dire, sur les réseaux, elle date d'il y a 3 ans.
Et je suis arrivé. Alors moi, j'aimais pas du tout les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'était au début. En fait, j'ai toujours considéré que j'avais mieux à faire que d'être sur les réseaux. C'est-à-dire, je préfère perdre mon temps, mais c'est même pas perdre du temps. Je préfère lire 1 heure plutôt que d'être 1 heure sur les réseaux. Donc à l'époque, je fuyais les réseaux sociaux. Et toutes les personnes m'ont dit, mais en fait, il faut que tu crées un compte Instagram. Et même Amar me l'avait dit à l'époque. Il m'a dit, ah non mais attends Jordan, toi si tu veux exister un peu dans cet univers-là, mais tu peux pas être dans ton monde. Tu peux pas créer un compte Instagram. Et donc j'avais créé un compte Instagram. Une amie, enfin ma meilleure amie, déjà c'est déjà aussi ma meilleure amie pendant 10 ans. Elle m'a dit, il faut que ce serait drôle que tu sois sur... la même personne c'est Lisa. non, ok, non. En fait, ma meilleure amie me disait toujours, mais ce serait intéressant que tu crées un compte Instagram. Et quand j'ai commencé à vraiment mettre le pied dans l'univers sartorial, pour moi, qui date d'il y a à peu près 3 ans, parce qu'il y a une partie où en fait j'ai appris tout ça, mais en regardant juste, tu sais, des blogs, Bonne Gueule, discussions sartoriales. Mais après, il y a eu un moment où j'ai créé mon compte Instagram. Et là, du jour au lendemain, j'ai commencé à discuter avec beaucoup de personnes. J'allais voir, en fait, j'allais un petit peu partout. C'était après le Covid aussi. Ouais. Donc après le Covid, les gens commençaient parce que j'achetais beaucoup en fait sans aller dans les magasins. Donc il y avait beaucoup de choses en fait, je les achetais sans aller. Tu vois, par exemple, je vais te prendre un exemple, Pini Parma. Pini Parma, j'ai découvert ça peut-être en période de confinement. Et après, je suis allé chez Pini Parma alors que je leur avais déjà pris plein de choses. Et j'ai découvert ça, j'ai commencé à discuter avec des gens et je me suis dit, mais tiens, je remarque que personne, alors dans le milieu, personne ne fait d'événements, personne ne se côtoie. Alors peut-être des gens se côtoient, mais dans la sphère privée, mais moi je vois rien en story de personnes. Et là, j'ai rassemblé tout le monde et puis j'ai dit, ça va s'appeler un rendez-vous de l'esthète, parce que c'est mon nom sur Instagram. Esthète Jordan. Esthète Jordan. Et en fait, l'idée pour moi, c'est comme des esthètes, c'est les gens qui aiment le beau, les gens qui aiment l'art, qui aiment l'élégance. En fait, on va réunir toutes ces personnes-là et on va voir ce que ça donne. J'ai appelé ça les rendez-vous de l'esthète édition 1, et du coup, qui date d'il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, quelque chose comme ça. On leur fait de la pub, là. Si, parce que comment vient tes événements? Moi, je suis un jeune sarto, je commence, je débute, je suis sur Paris. Comment je fais si je connais ta page Insta, qu'est-ce que je fais? Alors, en fait, le premier truc, c'est de me contacter, de me dire voilà, je m'appelle un tel, quand est-ce que se déroule ton prochain événement? Et donc là, c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que le dernier événement que j'ai fait, en fait, ça date il y a à peu près maintenant 6 mois en arrière. C'était un défilé. C'était un défilé avec plusieurs créateurs. Et l'idée pour moi, c'était de mettre des gens qui n'étaient pas forcément de sartorial, mais c'était de faire découvrir un peu leur travail. Et la plupart du temps, les gens me contactent. Et quand ils me contactent, je garde ça dans un coin de ma tête. Et lorsque je fais mon événement, au moment où j'envoie les invitations, et je dis voilà, l'événement aura lieu tel jour, je communique évidemment sur les réseaux, mais j'ai quand même, on va dire, la présence d'esprit de pouvoir envoyer un message un peu formel à la personne qui m'a contacté pour dire bonjour, voilà, de tel jour à telle heure, il y aura cet événement que je vais organiser. Et si tu veux, quand j'ai commencé, je les organisais à peu près tous les mois, parce que pour moi, c'était important d'avoir cette récurrence. Parce que tout ce que je voyais, moi, c'était des événements, par exemple, chez des marques, en fait, qui organisaient parfois des événements quand elles lançaient un peu leur offre. J'avais assisté à ça. Mais des événements faits par des passionnés, des personnes un peu comme toi, un peu comme moi, ça n'existait pas. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça, de fil en aiguille. Après, j'ai commencé à avoir des partenariats qui se sont créés. Et donc, ça se faisait, par exemple, je l'avais fait chez Blandin Deloin. Blandin Deloin, pour ceux qui connaissent maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est très connu parce que ils sont implantés dans toutes les grandes villes de France. Et c'est un petit peu, alors c'est un peu comme on se le dit maintenant, Blandin, c'est un peu comme, ils sont un peu dans toutes les grandes villes, donc ça fait comme une franchise, un petit peu. On a alors que ce n'est pas du tout une franchise, mais ça nous donne un peu comme une franchise. Tu peux en avoir sur Bordeaux, sur Lille, sur Toulouse. Tu peux avoir un Blandin un petit peu dans toutes les grandes villes.
Et les gens connaissent assez bien. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé à faire avec des partenariats. Et l'idée pour moi, c'était de rassembler tout le monde du milieu sartorial dans un même endroit. Euh, Deux petites questions, mais t'avais pas fait un événement récemment j'ai vu, t'avais mis en story, t'avais fait une réunion ou tout ça, mais c'était pas un Alors, le spot. oui, alors, il y a deux, parce qu'en fait, je distingue quand même les deux, on va dire, les deux événements que je propose. Voilà, c'est parce que je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait des événements où tu peux inviter à peu près, je sais pas moi, peut-être 30 ou 40 personnes. Et puis, de fil en aiguille, les gens m'ont dit, bon, Jordan, on aime beaucoup les événements où on est beaucoup, mais on aimerait des choses un peu plus intimistes, un peu plus, je dirais pas forcément plus exclusives, mais quelque part si, mais on se retrouve moins de 10 personnes ou 10 personnes. Et là, effectivement, ça, c'est ce que j'appelle les after-work, où ça a lieu les jeudis. Quand je les organise, c'est les jeudis. J'appelle ça les after-work des esthètes. Et en fait, l'idée, c'est de se réunir en petits groupes et on va peut-être parler d'un sujet. Ou je vais faire venir un intervenant qui va parler d'un sujet. Et l'idée, c'est d'apprendre quelque chose. Le dernier en date, ça avait lieu au Péninsula. C'est ma cousine qui avait parlé, parce qu'en fait, elle travaille au Péninsula et elle avait expliqué la différence entre un hôtel 5 étoiles et un palace. Et ça avait donné un peu de valeur ajoutée à l'événement parce que non seulement on était dans un palace, mais en plus on essayait aussi de comprendre, parce que nous on est des amoureux des belles choses. Et tu sais, il y a toujours le regard où nous on s'intéresse toujours à ce qu'il y a derrière. Par exemple, on va te dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette boutonnière, qu'est-ce qu'il y a derrière ce tissu. On essaie toujours de comprendre le sartorial. Ce qui fait le sartorial, le passionné d'art tailleur, c'est qu'il essaye de comprendre pourquoi ça a été cousu comme ça, pourquoi. Et quelque part, c'est un peu la même chose pour l'hôtellerie. C'est d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui distingue un 4 étoiles d'un 5 étoiles et d'un 5 étoiles d'un palace. Et donc du coup, dans cet after-work-là, l'idée, c'était de sortir de ça en ayant un peu la différence entre ces univers-là, en sachant que le 5 étoiles, c'est vraiment le top du top, et le palace, c'est au-dessus. Mais on est quand même dans un niveau très élevé quand même. Je vais changer un peu de sujet. Tu as une passion pour les boutonnières. J'aimerais que tu m'en parles. Oui. Tu m'en parles un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien là ici, mais alors oui, j'ai avec moi parce que en gros, je porte cette marque-là qui s'appelle My Boutonnière. Alors moi, je ne connais pas. Alors, je ne connais pas les autres marques de boutonnières. C'est même pas parce que j'ai envie de faire un placement de produit ou quoi, mais j'ai découvert les boutonnières avec ces boutonnières-là. Et en fait, le positionnement, c'était d'expliquer et de faire comprendre qu'on pouvait porter des boutonnières dans la vie de tous les jours. Je peux même te donner. Là, il y en a une. Allez, j'enlève mon. Eh ben, oui, tu peux même la mettre parce que là, elle ira très bien avec. Ah, là, tu portes du jaune. Bah, si tu veux, j'en ai une jaune pour toi. Ah, alors, bah vas-y, passe. On fait des petites expériences sur le plateau. Hop. Alors, la personne qui a fait les boutonnières, c'est une personne qui est d'origine australienne, qui, je crois, a vécu en Italie et qui est maintenant en Suisse et qui a vécu aussi aux États-Unis. Donc, c'est un parcours d'une personne qui est vraiment très intéressante, qui a créé sa marque de boutonnière. C'est quelque chose de vraiment d'artisanal. Elle est faite elle-même, il n'y a pas de procédé, je crois, de processus industriel. Et ce que j'aime avec cet aspect de la boutonnière, c'est le côté un petit peu dandy, c'est d'oser. Oser faire quelque chose que ne ferait pas un individu un petit peu, je dirais, c'est pas péjoratif, de la vie de tous les jours, qui mettrait les boutonnières dans une case, c'est pour un événement, c'est pour un mariage. Là, je porte une boutonnière un petit peu plus, dans un rouge un peu plus vif, mais tu sais très bien que le rouge, c'est les smokings, les tenues un peu plus peut-être pour le soir, que c'est beaucoup. Alors que le blanc, peut-être, on mettra une boutonnière un peu blanche, peut-être pour un mariage. Alors moi, je suis pas vraiment moi les boutonnières, je les utilise. Alors il y a les intemporelles comme le rouge et le blanc, mais il y a comme celle que j'ai, il y en a un petit peu dans toutes les couleurs. Et l'idée, c'est vraiment de dire que une boutonnière, à la place peut-être d'une pochette, parce que l'idée c'est pas non plus de superposer, de mettre une boutonnière,
un mouchoir de poche, comme là, je n'ai pas de pochette. L'idée, c'est de se dire qu'on a une palette. Alors, le vestiaire masculin, il est déjà très pauvre, mais avec la boutonnière, on rajoute une palette. C'est comme si on te disait, bah, Adrien, au lieu de porter tout le temps des boutonnières, comme nous, on n'a pas beaucoup de choses, hormis la montre comme l'accessoire, la chevalière peut-être pour les nobles, ceux qui veulent la porter. Il y a besoin d'être noble pour avoir une chevalière. Hein. Voilà, mais je pourrais en reparler à une autre mais moment, voilà, mais mais il y en a beaucoup qui sont, tu sais, il y a cette fracture entre est-ce que tu as le droit de porter la chevalière si t'es noble ou pas. Voilà, toutes ces considérations-là. Je fais une réponse super rapide. On porte une chevalière quand on a des armes de famille. Après, je ferai un vrai sujet sur le chevalier. Eh ben, oui. Mais tous les gens qui ont des armes de famille ne sont pas des nobles. Moi, je viens pas d'une famille noble à proprement dit, mais qui a des armes de famille et qui sont anciennes. Donc voilà, faut pas croire que quelqu'un, parce qu'il a des armes de famille, est noble. C'est deux choses différentes. Ah bah ça, c'est une très bonne remarque. Et du coup, bah, si tu regardes bien, il y a très peu, nous on a très peu de choses. Comparé à la gente féminine, elles ont des robes, elles ont des jupes, des tailleurs, et nous, le fait de rajouter cet accessoire de boutonnière, c'est comme si on offrait une palette supplémentaire. Et donc, en fonction des jours, je vais pouvoir peut-être associer une boutonnière avec ma mise. Et parfois, je me dirais peut-être à la place de la pochette. Et l'idée des boutonnières, c'est de se dire, quelque part, je crois que ça date peut-être du 19e siècle, en plus, l'apparition des boutonnières. Mais c'est quelque chose qui fait très dandy, qui sort peut-être... alors nous, déjà, on sort du lot, hein, mais qui fait peut-être sortir un petit peu plus du lot, un peu comme ceux qui portent la canne. J'en connais, et même moi, j'en ai. Ouais. Ah oui, moi, à la coupole, tu peux en voir. J'ai eu la canne une fois seulement parce que je boitais, parce que j'avais un problème à la hanche. Mais non, sinon, je n'oserais pas. En fait, c'est chacun le. Je vois de qui tu parles à la coupole. Il y a le fabricant de canne, le fameux. Oui. Tu sais que, là, il s'est rasé les cheveux, mais avant, il avait les cheveux longs. Oui, je l'ai connu aussi. Craché de Oscar Wilde. À l'époque, il était venu, et la manière dont il s'habillait et ses cheveux un peu longs bouclés, je me suis dit, mais c'est la réincarnation d'Oscar Wilde. Je pense qu'on peut le citer parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de secret en fait pour même pour le dire. Il se trouve que j'ai une canne de lui que j'ai depuis maintenant presque 1 an et demi. Il s'appelle Martin Kegel et il fait des cannes. Il est artisan, je crois, cannier. Je crois que c'est ça la dénomination. Et un peu comme la boutonnière, la canne, je crois que c'est un des accessoires limite suprême. Vraiment, il faut oser. Ça, c'est le premier. La boutonnière, alors certains, en fonction de la couleur, on va se dire, bon, quand même, c'est un petit peu la canne. Quand même, c'est une catégorie que je range dans le style classique, hein, mais c'est quelque chose de très particulier. Et j'aime beaucoup, mais je conçois que ça puisse être clivant. J'aimerais qu'on conclue cette émission parce que l'heure tourne. Tu as un deuxième livre. Eh bien, j'aimerais, pour conclure cette émission, que tu nous le présentes. Alors, ce livre s'appelle Les Jardins de Lumière d'Amin Maalouf, que je crois avoir découvert il y a à peu près en mars-avril. Ouais. En mars-avril. Alors, pourquoi ce livre? Déjà parce que je trouve qu'il est absolument fantastique. Et pourquoi il est fantastique? Parce qu'il raconte la vie de Mani. Je crois que, alors je sais pas comment on le prononce, si c'est Maniché ou Maniché, mais qui a inventé le nom manichéisme. Et peu de gens, en fait, s'intéressent à l'étymologie de ce terme. Et en gros, alors je pense que c'est de la fiction, on est beaucoup dans de la fiction, mais ce livre raconte comment une personne qui s'appelle Mani a côtoyé beaucoup de religions. Il a voulu, je crois, créer, je crois, sa propre religion qui aurait englobé toutes les religions, et comment le fait, en fait, de s'ouvrir à l'autre peut constituer non seulement un obstacle, parce que chaque religion considère que elle est celle qui s'approche le plus de la vérité, alors que Mani avait un autre point de vue. Il essayait de comprendre quelle était, on va dire, la beauté de chaque religion. Et en fait, il se retrouve à discuter avec des rois, et c'est ce qui m'avait vraiment fait
apprécié cet ouvrage, le fait de se retrouver dans des conversations hors du temps avec des grands rois de grands empires, et cette personne-là était l'émissaire des rois, parce que chaque personne avait envie de s'approprier Mani, qui était une sorte de figure religieuse qui commençait à avoir du poids, et chaque personne voulait défendre ses intérêts. Alors on envoyait Mani peut-être pour aller convertir à sa religion telle ou telle personne, et on rejoint la grande histoire. Et ce livre, non seulement il est vraiment très bien écrit, mais en plus de ça, le personnage de Mani est quelqu'un qui a vraiment des valeurs très fortes, qui va essayer de défendre jusqu'à la fin de son existence. Et le livre est vraiment très bien écrit, on rentre dedans très vite. Il est, tu sais, c'est pas du tout comme un roman de Balzac où il va y avoir des descriptions, on va dire un peu pompeuses ou très difficiles de pouvoir te faire rentrer dedans. Là, au bout de quelques secondes, on est dans l'univers, et en plus l'histoire est vraiment très bien écrite, et l'attachement il est vraiment très réel à ce personnage de Mani qui a donné le nom de manichéisme, auquel on peut dire au travers d'une conversation, d'une discussion, mais lui il est manichéen, mais on comprend maintenant pourquoi ce terme-là a existé. Voilà, alors cette émission se conclut. Pour la terminer, tu m'avais parlé d'une citation, j'aimerais bien que tu la dises à notre cher public. Alors la citation vient de Oscar Wilde, qui est... Il faut qu'elle me revienne. Je te l'ai dit merveilleusement tout à l'heure. Tu me l'as dit merveilleusement C'est tout à l'heure. Soyez vous-même, car les autres sont déjà pris. Voilà. Soyez vous-même, car les autres sont déjà pris. C'est sur ces mots que nous concluons cette émission. Je remercie nos spectateurs, et puis surtout, je te remercie, Jordan. Je remercie vraiment chaleureusement Adrien, et n'oubliez pas d'aller visiter sa page, d'aller faire un petit commentaire. Insta, YouTube, on est partout. Commentez, likez, abonnez-vous. Voilà, merci. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.